Bonjour et bienvenue dans la matinale RCF. Ce matin, focus sur l'actualité internationale et la politique extérieure de la France. Notre grand invité est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc auprès de Jean-Yves Le Drian. Avec vous, nous aborderons les questions européennes. Mais d'abord, je voudrais qu'on évoque le combat que mène notre pays contre le terrorisme. Vendredi, Édouard Philippe et Jean-Yves Le Drian s'envoleront pour le Mali. Les pays du Sahel, on le sait, sont menacés par le terrorisme djihadiste. Alors quel est le but de la visite de vendredi? Une visite qui va durer jusqu'à dimanche. Vous savez, il y a une très forte densité de la relation entre la France et le Mali. On s'en souvient, il y a un siècle, des Maliens mouraient sur le sol français pour libérer la France. Et il y a d'ailleurs eu une cérémonie du souvenir très poignante le 6 novembre dernier à Reims, en présence des deux présidents, président Macron, président Keïta. Et aujourd'hui, c'est vrai que les Français sont présents à travers l'opération Barkhane pour aider, épauler nos frères du Sahel face à cette menace, et pas seulement une menace, face au risque terroriste. Il est important de montrer que nous sommes déterminés à vaincre ce mal. Alors cela passe naturellement par l'aspect militaire, et nous nous réjouissons de la montée aussi en puissance de la force G5 Sahel, c'est-à-dire le fait que les États sahéliens prennent aussi en main cette dimension essentielle avec une nouvelle force dont la France appuie l'équipement et qui peut agir en articulation avec nos soldats Barkhane. Et puis par ailleurs, ce sera l'occasion aussi tout simplement d'aller sur le terrain du développement, de l'économie, parce que la France elle a fait le choix aussi de se réengager de façon massive dans son aide publique au développement. Dans la loi de finances pour 2019, nous avons mis 1 milliard d'euros supplémentaires parce qu'il y a besoin de traiter à la racine les maux dont souffrent certains de ces pays, c'est-à-dire favoriser la formation, la scolarisation des jeunes filles notamment. La lutte contre le terrorisme, ça passe aussi par le développement? Bien sûr, parce que hélas, c'est parce qu'il y a parfois un terreau qui est, il y a des jeunes qui se font embrigader aussi dans des bandes terroristes qu'il convient de aussi faire en sorte qu'il y ait une chance pour chacun dans ces territoires qui sont des territoires qui font face à un certain nombre de défis climatiques, défis agricoles, etc. Et donc il est important aussi d'intervenir sur cette dimension-là. Mais c'est un combat qui se poursuit chaque jour. J'ai une pensée puisque la communauté salésienne a été frappée, c'était pas au Mali mais au Burkina il y a quelques jours, oui, avec l'assassinat du père Fernandez et de 4 douaniers burkinabés. On le voit, c'était une véritable métastase et que de nombreux États, hélas, sont menacés. Jean-Baptiste Lemoyne, je voudrais qu'on revienne sur le rôle de la France au Sahel. Il y a un mois, il y a eu des Mirage 2000 qui ont attaqué une colonne de rebelles tchadiens. Certains se sont demandé ce que la France allait faire là. Est-ce qu'on est bien au clair avec notre attitude là-bas? On est très au clair. C'est simple, vous savez, nous sommes intervenus parce qu'il y avait une demande de l'État tchadien qui était menacé par justement des bandes venues du sud de la Libye, qui est, vous le savez, ô combien instable. Et donc à partir de là, nos avions étaient légitimes à intervenir sur ce sol. Et donc, il est important, je crois, d'être au rendez-vous, parce que les Tchadiens, eux, ont été au rendez-vous lorsqu'il s'est agi de lutter contre le terrorisme. Ce sont les forces armées tchadiennes qui, il y a quelques mois, quelques années encore, étaient très présentes. Ils ont aussi versé, d'ailleurs, le prix du sang au Mali il y a quelques semaines, avec des casques bleus qui ont été tués. Vraiment là dans la lutte contre le terrorisme et pas dans le soutien du régime en place. Ah mais assurément, vous savez, il y a chez ces bandes parfois d'ailleurs des alliances qui peuvent exister avec certaines forces rebelles, mais en tous les cas ce qui est très clair, c'est qu'on est là, je crois, pour intervenir à la demande d'un État, et donc on est dans un cadre qui respecte le droit international. Jean-Baptiste Lemoyne, alors que dans l'est de la Syrie, à Baghouz, on est en train de mener la dernière bataille contre Daesh, je voudrais que l'on parle des revenants, ces djihadistes français et leurs familles retenus prisonniers sur place. Est-ce qu'on sait combien ils sont précisément ?
Écoutez, c'est dur de donner un chiffre parce que naturellement ça évolue chaque jour en raison aussi des conséquences des combats, avec sûrement des tués, des blessés. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a quelques centaines qui concernent différentes nationalités européennes en ce qui concerne ou extra-européennes. Donc, encore une fois, il est difficile de faire ce décompte précis. Ce qui est sûr, c'est que nous avons en tête la sécurité de la France. Et donc, naturellement, nous examinons toutes les options, toutes les possibilités. Et que ce sont des débats qui se tiennent dans le huis clos du Conseil restreint de défense, sur lesquels il est compliqué. Mais aujourd'hui, on sait que les Kurdes sont en difficulté, que les États-Unis vont se retirer, que le président Trump nous a appelés à nous occuper de ces djihadistes français. Est-ce que vous êtes en train d'organiser leur retour en France? Vous savez, il peut y avoir une palette de solutions et pas une solution unique. Il y a un certain nombre de personnes qui ont notamment commis des crimes et des atrocités non seulement en Syrie mais aussi en Irak auparavant et dont l'Irak souhaite aussi qu'ils comparaissent sur leur sol. Il y en a pour lesquels il pourrait être regardé des incriminations dès lors qu'ils remettraient le pied sur le territoire national de façon organisée. Ce qui est sûr, c'est que nous nous préparons à toutes les hypothèses et que ces personnes-là devront rendre des comptes à la justice de façon générale. C'est-à-dire qu'on va les rapatrier en France et on va les juger. Rendre des comptes à la justice de façon générale, que ce soit là-bas, par exemple en Irak, pour ceux qui ont à un moment été en Irak avant d'être en Syrie, et pour d'autres peut-être, le cas échéant, en France, Nicole Belloubet l'a indiqué hier, ce sont des décisions au cas par cas. Ce qui est sûr, c'est que nous devons faire en sorte que ces personnes-là ne se dispersent pas dans la nature pour revenir en Europe, voire sur le sol français, sans que nous en soyons avisés et avec peut-être des visées qui sont dangereuses. Et donc il est important, de ce point de vue-là, encore une fois, de préparer toutes les possibilités pour agir le moment venu, parce que nous avons été, c'est vrai, assez surpris de la décision américaine de se retirer tout à trac. Et nous considérons d'ailleurs que ce n'est pas une très bonne manière qui a été faite, parce que nous avons été engagés ensemble au sein d'une coalition qui réunissait plusieurs dizaines de pays. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal de voir les États-Unis d'un côté jeter l'anathème sur les menées iraniennes et en même temps leur laisser le champ libre en se retirant de Syrie. Donc on voit que la situation, comme souvent sur ces théâtres de conflits et d'opérations, est d'une complexité extrême. Jean-Baptiste Lemoyne, vous ne m'avez pas répondu sur le nombre de djihadistes français sur place. On n'en a vraiment aucune idée? Encore une fois, ce sont des décomptes qui évoluent chaque jour. Ce qui compte, je crois que c'est que nous soyons prêts à envisager toutes les solutions qui permettent de maintenir la sécurité de nos concitoyens, au-delà du nombre à l'unité près. Alors, il y a les djihadistes, il y a aussi leurs compagnes, et puis surtout, et on en parle beaucoup en ce moment, il y a les enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Ils ne sont responsables de rien. Oui, bien sûr. Encore une fois, il faut aussi regarder, parce qu'on a en tête des vidéos qui parfois mettaient en scène des enfants qui, hélas, ont commis un certain nombre d'atrocités, embrigadés. On a tous en tête des images assez glaçantes. En tous les cas, pour les enfants, il faut aussi regarder quelles sont éventuellement la présence de parents sur le sol français, de parents au sens large, des grands-parents, pour des prises en charge, mais tout cela doit se faire aussi dans un cadre très précis, avec des protocoles, encore une fois, très clairs, parce qu'il y a aussi tout un travail psychologique pour ces enfants qui ont été confrontés. Et là, il n'y a pas urgence à les rapatrier, ces enfants. D'horreurs. Il faut pas faire vite pour rapatrier ces enfants, se dire que chaque jour qui sur place est dangereux pour eux. Vous savez, il y en a un certain nombre qui sont parfois encore avec leur mère dans des camps, effectivement, au nord de la Syrie. Donc il est sûr que ce sont des situations qui sont pas évidentes, mais il faut prendre toutes les précautions d'usage avant de procéder au rapatriement, et notamment s'assurer tout simplement de la possibilité d'un suivi et d'une prise en charge. Jean-Baptiste Lemoyne, j'aimerais maintenant qu'on parle des questions européennes. Nous sommes à seulement 5 semaines de la date d'entrée en vigueur du Brexit. Pensez-vous qu'il soit encore possible de trouver un accord pour aménager la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ?
Alors, est-ce qu'on peut un éviter... accord, il en existe un. Oui, le Michel Barnier et nos amis britanniques ont trouvé un accord. Maintenant, mais ça ne passe pas. Maintenant, on voit bien que les péripéties sont celles de la vie politique britannique. Parce que on voit bien que la Chambre des communes ne veut pas un certain nombre de choses, mais on a du mal à voir ce qu'elle veut. Et donc, nous préparons à toutes les éventualités, y compris à un Brexit dur, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une sortie sans accord, parce que le Parlement britannique n'aurait pas souscrit à l'accord pourtant négocié par son gouvernement. Donc, qu'est-ce qui vous paraît probable aujourd'hui? Vous n'en savez rien ou on a une petite idée? Je vais vous dire, il est très compliqué de lire dans le marc de café de la politique britannique. Donc, dans ces conditions-là, il faut, encore une fois, se préparer à tous les scénarios. C'est ce que nous faisons. Il n'y a pas un conseil des ministres qui ne se déroule chaque semaine sans que nous prenions des ordonnances pour assurer la continuité d'un certain nombre de services. S'assurer que, tout simplement, les trains pourront continuer à circuler sous le tunnel sous la Manche. S'assurer que, par exemple, les touristes britanniques qui viennent de façon massive en France ne soient pas entravés par des demandes de visa dans un premier temps. Et donc, on est là, encore une fois, pour faire en sorte que la vie puisse continuer après cette date fatidique et avant de négocier une relation future, parce que nous voulons une relation dans l'avenir qui soit une relation de proximité. Même si les Britanniques ont fait le choix de quitter l'Union européenne, il n'en reste pas moins que pour des raisons économiques, pour des raisons de défense, nous devons continuer à travailler ensemble. Jean-Baptiste Lemoyne, finalement, dans cette affaire de Brexit, n'est-ce pas toute l'Europe qui est perdante ? Vous m'enlevez les mots de la bouche. Cette affaire, elle est perdante-perdante. Elle est perdante pour le Royaume-Uni, qui, je le pense, va connaître des moments économiques un peu compliqués. On l'a vu d'ailleurs, un marché immobilier à Londres qui commence à baisser, un certain nombre d'investissements qui ne se font pas au Royaume-Uni, qui sont réorientés ailleurs en Europe. Et par ailleurs, pour l'Union européenne, eh bien oui, l'Union européenne sans le Royaume-Uni, elle est différente. Et d'ailleurs, je crois que ça nous impose aussi une réflexion. Nous sommes à la veille d'échéances parlementaires européennes et nous devons faire en sorte que l'Europe, elle sorte parfois du rond bureaucratique pour tout simplement avoir un impact sur les domaines essentiels auxquels nos concitoyens font attention. Nous pensons par exemple au domaine des migrations. Il est important, et enfin l'Europe a pris ses responsabilités en renforçant Frontex, en mettant des ressources humaines et financières supplémentaires, parce qu'on le voit bien, ce sujet, il interpelle nos concitoyens. Et il est temps, par exemple, en matière économique aussi, que l'Europe ne soit plus naïve. On l'a vu avec le refus de la fusion entre Alstom et Siemens, que nous avons regretté, parce qu'il est important de construire des géants européens, parce que pour peser dans le monde actuel, face à des empires comme la Chine, comme les États-Unis, on a besoin d'une Europe qui soit plus que jamais unie et surtout efficace. Alors, besoin d'une Europe, d'accord, mais quand on regarde ce qui se passe en ce moment, entre le Brexit, entre la montée des eurosceptiques, des populistes, on a vu la récente brouille avec l'Italie, bon, il paraît qu'on est réconciliés, mais comment aujourd'hui croire encore à l'Europe? Comment vous croyez encore à l'Europe? Mais parce que, je vais vous dire, que se passerait-il si nous étions, chacun des pays européens, recroquevillés sur nous-mêmes à conduire l'ensemble de nos politiques individuellement? Nous ne pèserions guère plus que des confettis dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, en réalité, l'Europe, elle est une nécessité pour, encore une fois, peser sur le cours du monde et surtout faire en sorte que l'industrie européenne, que les citoyens européens aient une voix qui compte dans le monde, faute de quoi effectivement, les uns et les autres vont jouer sur nos divisions. Et d'ailleurs, les nationalistes de tout poil n'arrivent jamais à se mettre d'accord. Regardez, c'est parce que Viktor Orban a voulu mettre son mur en Hongrie que les Italiens se sont retrouvés avec effectivement des dizaines de milliers de migrants qui ne pouvaient pas être finalement pris en charge ou gérés d'une façon ou d'une autre. Et on voit bien que le nationalisme, naturellement, il mène à des chocs entre États, mais en aucune façon à des réponses pérennes. Et ce qui compte, c'est ça. Ce sont des réponses pérennes, que les sujets soient traités au fond. Et là, il n'y a rien d'autre que le travail en commun, ensemble. D'ailleurs, je fais une parenthèse. J'ai subi toutes les attaques pour avoir été à Marrakech sur un pacte relatif aux migrations. Que n'ai-je lu
comme sornettes, alors qu'il s'agit juste de dire que nous devions travailler ensemble, les pays de destination, les pays de transit et les pays d'origine. Et c'est ce que nous faisons pour obtenir d'ailleurs une meilleure réadmission des clandestins, pour faire en sorte qu'on puisse endiguer ces phénomènes. Alors Jean-Baptiste Lemoyne, au mois de décembre, vous étiez à Marrakech, mais vous avez aussi été à Oran. Vous étiez le représentant du gouvernement français lors de la béatification des martyrs algériens. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée ? C'était un moment extrêmement fort à Notre-Dame de Santa Cruz, au-dessus d'Oran, où toutes les communautés étaient réunies autour, effectivement, des martyrs d'Algérie. On pense au moine de Tibérine, mais pas que. L'évêque d'Oran, en son temps également, Monseigneur Claverie, avait été assassiné. Et c'était un moment, je crois, de communion très forte, quelles que soient les croyances, les religions. Et ce que l'on en retient, eh bien, c'est que le terrorisme, quand il frappe aveuglément d'ailleurs, parce qu'il a frappé tant des religieux catholiques que des imams musulmans. Et donc, face à cela, eh bien, il y a juste une nécessité, c'est celle de se tenir droit ensemble. Et c'est, je crois, en tous les cas, un moment qui restera dans ma mémoire, celle d'un des plus beaux moments dans la vie ministérielle, celui d'une union. D'une union sacrée, et encore une fois, il y a là une église d'Algérie qui est très résiliente, qui est aux côtés naturellement des plus faibles, et qui a un rôle éminent à jouer et qui le joue. Merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoyne d'avoir été notre grand invité ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Merci à vous. Merci à vous.